Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire Veto en trade du mois de mai. Aujourd'hui, on a la grande chance d'accueillir Sébastien Garcin, que j'ai rencontré grâce à sa newsletter Héraclès, qui soutient les hommes voilà, pour prendre conscience des privilèges qu'on a et d'agir de manière plus respectueuse, équitable. Enfin, en gros, j'ai beaucoup appris avec Sébastien. Et il me semblait que, au vu de la démographie vétérinaire, c'est-à-dire où en une profession il y a 80% d'étudiantes et de très nombreuses femmes qui entrent dans le métier alors que le capital des sociétés appartient souvent à des hommes qui sont souvent plus souvent associés, c'était une bonne manière de comprendre comment gérer cette tension qui est pour moi, comme je viens de le dire, une difficulté parce que parfois il y a des choses que je ne sais pas faire ou j'ai des doutes si jamais je suis maladroit et que j'use et j'abuse de privilèges masculins. Donc merci beaucoup à Sébastien. Je vais te laisser te présenter pour 40 minutes de présentation et ensuite il y aura des questions. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat, on répondra à tout ça après. Je vous remercie beaucoup. C'est à toi. Merci William. Bonjour à tous et toutes. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet puisque j'ai prévu de me présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Vous me voyez beaucoup bouger sur ma chaise, c'est parce que j'ai bricolé pendant la semaine, je me suis fait un peu mal au dos. Et donc je gigote pour trouver ma position. Donc la question qu'on se pose, en l'occurrence, c'est comment être à la fois dirigeant et allié. Pour ce qui est de l'égalité femmes-hommes, comme l'a très justement dit William, on est la plupart du temps dans les entreprises, dans des structures où le pouvoir, l'argent et le capital sont détenus par des hommes. C'est l'histoire qui veut ça, qui nous a conduit à cette situation-là. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se fustiger de cette situation. On en hérite finalement, mais plutôt de comprendre quel rôle on peut jouer pour faire en sorte que cette situation se rééquilibre. Dire qu'il y a un rôle pour les hommes et quel rôle on peut y jouer. Alors, mon parcours en quelques dates. Je suis né en 68. En 78, il s'est passé un truc, c'est que ma mère s'est remise à travailler. Et elle a inauguré un truc on sait aujourd'hui que ça s'appelle la grève féministe, mais à l'époque, ça portait pas ce nom-là. Et puis si je disais à ma mère qu'elle a fait une grève féministe, elle serait pas d'accord. Mais en fait, il y a plein de trucs qu'elle a arrêté de faire. Elle a arrêté de passer l'aspirateur dans nos chambres, progressivement. Alors moi, j'étais jeune, mais progressivement, elle a arrêté de s'occuper de notre linge, etc. Elle a mis le panier de linge à repasser devant la télé, et puis on était priés de s'en occuper. Et en fait, donc j'ai un frère et deux sœurs. Et on était traités à égalité. Et en fait, elle nous a fait un formidable cadeau, qui est le cadeau de l'autonomie, qui fait que je porte aujourd'hui un regard assez particulier sur les hommes qui n'ont pas eu cette chance-là, finalement, mais qui pour autant ne la prennent pas, la prennent pas plus aujourd'hui. Alors, merci ma mère et les quelques compagnes que j'ai eues, ainsi que celle de mon frère, la remercie également parce que cette autonomie qui nous a été donnée jeune est en fait était un acte extrêmement féministe. Donc, malgré moi, j'ai subi une première rééducation féministe à 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 88? En 88, c'est la première fois que j'ai été exposé finalement à une petite amie qui m'a dit qu'elle avait été violée par le frère, par un ami de son frère qu'elle avait hébergé chez elle. Donc c'est la première fois que j'ai été exposé directement au témoignage d'un viol. En 98, je travaillais dans une agence de publicité à l'époque et le soir, je redescendais pour prendre ma voiture et dans le parking, le patron de cette agence avait plaqué son assistante au mur et l'embrassait et l'a forcé à l'embrasser. Donc là, j'ai été témoin direct, mais j'ai été aussi témoin de mon comportement le lendemain, puisque le lendemain, bah, je suis rentré, je suis allé en réunion de travail, j'ai serré la main de ce type en lui souriant, exactement comme tous les jours. En 2013, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? On va y revenir. Il y a eu les manifs du mariage pour tous. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert ce qu'était le féminisme, ce que cachait ce mot. On va y revenir.
En 2019, j'ai fondé ma société Wiser. Pareil, je rentrerai un peu plus dans le détail. Puis en 2024, une autre société, Men at Work. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 pour que je mette ce logo sur ce slide? Donc les manifestations du mariage pour tous et finalement cette homophobie qui s'est installée partout. Et l'homophobie, moi je savais que ça existait, puisque bah, c'est un terme que je pense que je connaissais, mais je l'avais jamais touché du doigt, constaté en vrai. Et là, on la voyait partout. J'avais pas mal d'amis gays à l'époque qui commençaient à manifester, etc. Et ça a été mon premier engagement politique, en fait. Et donc, je suis allé manifester, etc. Donc, voilà, c'était plutôt positif parce qu'on on a obtenu gain de cause. Mais j'ai voulu en savoir plus et c'est ma femme qui m'a fait rentrer dans un groupe Facebook. On parlait de Facebook à l'époque, un groupe de féministes, alors qu'on appelle féministes intersectionnelles, radicales, c'est-à-dire que c'était des féministes qui prenaient en compte tous les critères de discrimination sous un angle vraiment très radical et assez misandre. Ça m'a pas tellement inquiété, ça m'a plutôt en fait vachement intéressé. Et grâce à ces femmes qui déployaient beaucoup de pédagogie entre elles, bah, j'ai pu, moi, finalement découvrir que derrière le mot féministe se cachait énormément de notions politiques, scientifiques, sociologiques. Et j'ai été vraiment séduit intellectuellement par ce sujet-là. Et ce qui m'a conduit quand j'ai créé ma boîte donc, qui s'appelle Wiser en 2018, donc vouloir en faire un labo finalement, puisque entre 2013 et 2018, j'ai commencé à m'exprimer sur le sujet, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des conférences. Et pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je me suis rendu compte que le dialogue, il n'y avait pas de dialogue en fait entre les femmes féministes engagées, souvent très militantes, et les hommes de façon générale. C'est-à-dire que on avait des gars qui intervenaient, etc. Généralement pour dire ouin ouin j'ai mal, pour dire vous faites la guerre contre les hommes, pour dire que eux n'étaient pas comme ça. Et je me rendais compte à quel point c'était une absence de dialogue, ça se terminait vite en invective, que ça faisait rien avancer, et que surtout mes camarades masculins finalement ils comprenaient rien. Pas nécessairement mal intentionnés, mais globalement, je trouvais qu'ils n'avaient pas le niveau, en fait. Ils n'avaient pas le niveau pour être en capacité de discuter avec ces femmes-là, parce qu'ils avaient ni lu, ni s'étaient documentés sur la question. Et moi, je me suis du coup dit qu'il y avait un travail de vulgarisation et de médiation à faire pour arriver à créer un dialogue entre ces femmes féministes militantes et, pas les hommes, mais au moins des hommes. À commencer par moi, mais aussi à d'autres gars que j'ai pu rencontrer sur ce chemin-là. Et ce dialogue, il est possible, mais il est possible à certaines conditions. Et l'une des conditions, c'est d'avoir un peu travaillé le sujet, c'est de documenter. Bref, tout ça a conduit que, après m'être beaucoup documenté sur la question, quand j'ai créé ma boîte, j'ai décidé d'emblée que ce serait une boîte, alors ce qu'on appelle safe, c'est un endroit où où tout le monde serait en sécurité, paritaire, donc à effectif égal homme-femme, et inclusive, où tout le monde se sentirait accueilli, quelle que soit son origine, son genre ou quoi que ce soit d'autre. Donc cette boîte, je l'ai développée jusqu'à cette année. Je suis en train de la vendre en ce moment. J'ai monté une autre boîte qui s'appelle Men at Work, qui déploie des contenus et des animations et des formations pour mobiliser les hommes pour plus d'égalité dans l'entreprise. Donc, je suis pas là pour vous faire la promotion de ma network, mais pour partager avec vous les différentes découvertes que j'ai fait le long de ce chemin et ce que ça m'a apporté. La première question qu'on peut se poser, est-ce que l'égalité au travail est un problème de femmes? Euh, Quand on tape sur Google Images égalité au travail dans l'entreprise, etc., voilà le genre d'image qu'on a.
Et en fait, quand on commence à rencontrer des entreprises sous l'angle de l'égalité au travail, on ne rencontre que des femmes. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que c'est souvent les RH qui s'en occupent, les ressources humaines qui s'en occupent, et les ressources humaines sont composées à 70%. Les salariés des ressources humaines sont entre 60 et 70 et 75% des femmes. Et ensuite, parce que c'est un sujet dont seules les femmes se sont emparées depuis longtemps. Sur ce sujet, dans les entreprises, les hommes sont au mieux désinvestis, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent, au pire hostiles, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui se dirige contre eux et ils vont tenter ils vont tenter de s'opposer aux démarches qui vont dans le sens de l'égalité. Alors c'est intéressant de se poser la question justement sur ce champ-là. Où en sont les hommes? Alors les hommes, ils sont pas nulle part. Alors déjà, moi, depuis 2013, je vais à peu près dans toutes les manifs du 23 novembre et du 8 mars. Et depuis donc cette grosse dizaine d'années, sans avoir fait de comptage scientifique, j'ai quand même vu s'améliorer la proportion des hommes qui sont présents dans les manifestations. Donc ça, c'est très net. Ensuite, il existe une image des nouveaux pères qui commencent à se préoccuper de leur foyer, de leurs enfants, etc. Cette image est réelle. Il y a des pères qui commencent à se montrer en train de le faire. C'est ça qui a vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des pères qui se sont occupés de leurs enfants. Jusqu'à présent, on les voyait pas. Maintenant, on les voit. C'est important de faire la différence parce que c'est pas parce qu'on les voit qu'il y en a plus. On voit plus de pères le faire, mais les statistiques ne mentent pas. Et les statistiques disent que sur le chiffre, sur la répartition des charges dans le foyer, les chiffres ne bougent pas depuis une dizaine d'années. Donc, on croit au modèle, on croit au fait qu'exposer des pères qui se préoccupent de leur foyer et du soin de leurs enfants va faire bouger les choses dans la bonne direction. Pour l'instant, ça bouge pas. On a quand même de plus en plus d'hommes, même si la proportion est très faible, qui se préoccupent de la santé reproductive de leur couple et en particulier de leur contraception. Donc ça, pour le coup, les chiffres évoluent assez positivement depuis peu, surtout les chiffres de la vasectomie, qui a été mon choix, moi, il y a quelques années. Et puis, on commence à avoir des hommes qui s'engagent. Mais ça, je dirais que c'est le bon côté des choses, parce qu'on a d'autres hommes qui s'engagent politiquement également, mais de façon complètement opposée. La photo en haut à gauche, c'est Andrew Tate. Andrew Tate, à l'époque, à l'origine, c'était un coach de mise en forme. Et puis progressivement, il est devenu un vrai pick-up artiste, misogyne, sexiste. C'est un Anglais. Il a même fait de la prison en Roumanie pour prostitution, esclavage, traite d'êtres humains, etc. Il a des millions de followers. Il y a de fortes chances, si certains ou certaines d'entre vous ont des fils entre 15 et 25 ans, que Andrew Tate fasse partie des gens qui suivent sur les réseaux sociaux. En plus soft, mais une misogynie extrêmement insidieuse, on a Thibaut InShape, qui va avoir l'honneur d'interroger notre président de la République dans quelques jours. Thibaut InShape, sous l'angle de la culture physique, qui diffuse une idéologie vraiment très très sexiste et extrêmement genrée. On a notre petit camarade Zemmour, et puis on a les MG, on a tous les pick-up, ce qu'on appelle les pick-up artistes. C'est tous ces gars qui vendent des formations pour permettre aux hommes de séduire des femmes plus facilement. Et ça, c'est une lame de fond. Et j'ai mis en exemple une des grosses organisations masculinistes américaines qui s'appelle Men Going Their Own Way, et qui peut être intéressant de voir ce qu'ils font. Et puis on commence à avoir une production intellectuelle ou littéraire sur le fait que les hommes peuvent s'engager dans la lutte, ce qui est plutôt nouveau. Il y a encore 10 15 ans, la plupart des militantes féministes ne voulaient pas entendre parler des hommes dans ces combats-là, alors que c'est quelque chose qui évolue légèrement. Donc ça, c'est une vraie... et c'est vraiment le contexte a changé de ce point de vue-là. On a de plus en plus de militantes féministes
qui accueille les hommes avec circonspection, mais qui accueille les hommes dans ce combat-là. Alors, quand on regarde au travail, et qu'on regarde les chiffres du HCE, le Haut Conseil à l'égalité, ce 2023, alors il y a une enquête qui est sortie depuis, j'ai pas mis à jour mes chiffres, mais ça a pas vraiment bougé. Les hommes, ils expriment des préjugés sexistes. Ils sont 13% à penser que les hommes sont plus forts en mathématiques. Ils sont 12% à penser que les hommes sont plus performants dans les carrières scientifiques. Ils sont 40% à penser qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est plutôt un chiffre qui progresse. Et ils sont 9% à penser qu'il est normal qu'un homme ne s'occupe pas des tâches ménagères s'il gagne plus que sa conjointe. Donc on a ce, ce substrat de préjugés sexistes qui existe. Mais moi, j'aime bien regarder l'envers des chiffres. C'est-à-dire que si je retourne les chiffres, ça veut dire qu'il y a 87% des hommes qui pensent que les femmes aussi peuvent être fortes en mathématiques. Il y a 88% des hommes qui déclarent que les femmes sont aussi performantes dans les carrières scientifiques. Il y a 60% des hommes qui déclarent qu'ils pourraient s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. C'est du déclaratif, mais c'est toujours bien de le faire. Et il y a 91% des hommes qui déclarent qu'il est normal qu'un homme s'occupe des tâches ménagères. Donc ça, cette population, c'est celle-là qui m'intéresse, et c'est ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est la majorité, on voit bien, les chiffres le prouvent, silencieuse parce que ces gens-là, on ne les entend pas. Alors, pourquoi on les entend pas? Pourquoi ils se taisent? Nous, ça nous a beaucoup interrogés, donc au sein de Men at Work, et puis on est tout un collectif qui travaille sur le sujet. Du coup, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, on s'est organisé pour rencontrer des hommes de toutes origines, sociaux, professionnels, euh, à Paris et autour de Paris. On n'a pas pu aller au-delà, mais c'était déjà un bon échantillon. Donc, on a organisé des groupes non mixtes ou mixtes avec des hommes pour essayer de comprendre pourquoi les hommes ne s'engagent pas dans ce combat. On leur a posé la question. En fait, on les a conviés à ces réunions. Donc, on est parti du principe que s'ils venaient à des réunions organisées dans des espaces féministes, c'est que ça devait plutôt être des hommes alliés à la cause. Et on leur a demandé, on les a réunis, on leur a demandé, mais si vous êtes alliés à la cause, pourquoi vous ne passez pas à l'action? Quels sont les freins qui font que vous ne passez pas à l'action? Il y en a quatre. Et c'est toujours les mêmes. Quels que soient les groupes qu'on a rencontrés, c'est toujours les mêmes freins. L'ignorance. Ils disent qu'ils ne savent pas. Ils savent pas identifier qu'il y a un problème. Ils savent pas comment se comporter. Ils savent pas dénoncer. Ils savent pas en parler. Et donc ça, c'est le premier élément, l'ignorance. Deuxième élément, le sentiment d'illégitimité. Ils peuvent penser que les femmes savent mieux gérer ces situations qu'eux. Ils peuvent penser qu'ils vont s'approprier le combat en prenant la parole à la place des femmes. Ils se posent la question, s'ils ont la légitimité d'éduquer leurs collègues? Et ils n'ont pas nécessairement le sentiment d'être pédagogiques sur ce sujet-là. Troisième frein, le coût social. Ça, c'est peur de perdre des points de virilité. En s'affichant pour l'égalité, on pourrait s'afficher en faveur, je mets des guillemets, des femmes, du côté des femmes, et donc de perdre des points de virilité. Et dernier élément, le sentiment d'écrasement. Ils ont le sentiment que le problème est trop gros pour eux et que c'est pas parce que eux vont changer leur comportement ou leur façon d'en parler que ça va changer quelque chose et donc ils laissent tomber. Ça, ces quatre éléments, l'ignorance, l'illégitimité, le sentiment d'écrasement et le coût social, vraiment, on l'a retrouvé chez tous les gars qu'on a interrogés. On a dû en interroger plus d'une centaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Et la question là-dedans, c'est, OK, que je vous invite à vous poser. Et moi, dans tout ça, c'est quoi vos freins? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Je vous la pose, mais je ne vous demande pas de réponse en l'occurrence, mais interrogez-vous, faites preuve d'introspection pour savoir si c'est un de ces quatre éléments-là ou encore autre chose qui vous empêche de vous déclarer. Les questions que les hommes se posent généralement, c'est qu'est-ce qu'il va falloir que je remette en question? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais perdre?
Ça revient très souvent. Troisièmement, est-ce que j'ai mal agi dans le passé? Sous-titre, est-ce que j'ai des casseroles? Et je vous suggère, pour vous aider dans votre introspection, à passer un peu sur ces trois questions en vous apportant des éléments peut-être qui vous aideront à y répondre. Qu'est-ce que je dois remettre en question? Ce que je dois remettre en question, c'est un mammouth. Le mammouth n'est pas le même selon la génération, selon la- 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 l'année où on est né. Si je prends la génération X, la mienne, en gros, voilà la tronche du mammouth, voilà l'imagerie dans laquelle on a grandi. On a grandi avec cette image-là des femmes, avec cette image-là, cette jeune fille qui se pointe au milieu de la forêt, au milieu de sept célibataires, et la première chose qu'elle fait, c'est le ménage. Cette image-là de ce que peut être de la disponibilité du corps des femmes. Je me pointe, il y a une femme qui dort, bah, je lui roule une pelle, pas de problème. Euh, Cette image-là, ou même si je force, non seulement j'obtiens ce que je veux, mais en plus elle aime ça. Parce que c'est exactement ce qu'on voit dans cet extrait de vidéo. Elle n'est pas d'accord, j'insiste, j'utilise ma force physique, elle continue de dire qu'elle n'est pas d'accord, et après elle cède, et non seulement elle cède, mais elle finit par trouver ça vachement bien. Ensuite, pour ceux de ma génération, vous avez dû voir ça à la télé, où les mecs drôles faisaient rire, et les femmes, bah, elles étaient en petit maillot de bain et de façon, complètement objectifiées de façon ridicule. Et pour moi, il y a une publicité qui résume tout ce mammouth masculin avec lequel finalement j'ai été élevé, hein. C'est Gillette. Alors, Gillette, c'est quoi? C'est des modèles intéressants. C'est déjà la réussite individuelle. Donc, je réussis individuellement. Deuxièmement, c'est la transmission patrimoniale. Donc, je transmets de père à fils des valeurs autour de la réussite, la bagnole, la réussite sportive, etc. Troisièmement, quand je m'amuse, c'est uniquement avec des potes. Donc ça, c'est vraiment le fait que la réussite sociale, elle se retrouve dans l'entre-soi masculin. Et quatrièmement, si je fais tout bien, je chope la bonne meuf. La récompense de tout ce truc-là, en plus de l'aspect réussite sociale, c'est je chope la super meuf. Moi, j'ai été élevé avec ça. Et quand je regardais ça, j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai adhéré à ce truc-là parce que c'était trop bien, c'est trop bien fait et c'est de ça dont on avait envie. Donc, quand je parle du mammouth qu'il faut qu'on remette en question, quand- pour ce qui me concerne, moi, ce mammouth, c'était celui-ci. Pour les Y, on a autre chose qui est beaucoup passé par le cinéma et les blockbusters. Donc là, vous voyez une image de Fast and Furious, pardon. Vous voyez des gars bah, qui prennent des risques très très inconsidérés, qui n'ont aucun respect pour leur propre corps finalement, puisqu'ils vont déléguer à d'autres gens le fait de réparer leur propre corps. Dit le gars qui a bricolé tout le week-end et qui s'est pété le dos. Toujours la référence au phallus, hein, ça on n'oublie jamais. La violence par les armes. Et toujours l'entre-soi masculin, on se soutient entre hommes. C'est là que se fabriquent beaucoup de nos points de virilité, pendant que les femmes sont toujours aussi godiches et toujours finalement à féliciter les hommes de cette belle solidarité dont ils font preuve. Et vraiment au cœur du truc, ça ne bouge pas, c'est la réalisation personnelle individuelle. C'est-à-dire que je me réalise dans le monde individuellement. C'est moi tout seul. Génération Z, ils ont eu droit à une nouvelle figure de héros qui était physiquement moins impressionnant, mais qui présentait d'autres attributs qu'on connaît bien. Donc là, c'est Mark Zuckerberg et Steve Jobs.
Et puis par-dessus tout ça, ce qui a été finalement très très puissant, c'est l'accès. L'Internet a permis d'abord un accès illimité et gratuit à quelque chose qui nous était, nous, très difficile d'accès, qui était le porno. Donc ça a été, ça c'est très puissant et je pense que ça participe vraiment à fabriquer un imaginaire. Alors il n'y a pas que les jeunes qui consomment du porno, hein, mais il faut bien imaginer ce que c'est que d'être jeune aujourd'hui et de créer et d'avoir son éducation sexuelle gratos avec tous ces contenus-là. Et les influenceurs masculinistes dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Andrew Tate. Donc voilà en gros ce que j'ai appelé le mammouth. C'est tout ce que la culture, tout ce que la culture populaire euh, l'éducation, le climat, le contexte nous met dans la tête, nous donne comme modèle masculin à désirer. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième aspect, donc c'est ça que je dois remettre en question. C'est ça que je dois introspecter, comprendre à quel point ça agit sur moi, comprendre à quel point il y a des choses que je tiens pour acquises alors qu'en fait elles m'ont été enseignées. Donc ça, c'est vraiment un gros paquet. Deuxième élément, qu'est-ce que je vais perdre? Alors, j'ai mis cette photo, je ne sais pas si vous savez qui c'est Barbara Butch, qui a connu un moment de célébrité pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, puisque elle était DJ de ce défilé de mode qui passait sur la scène. Barbara Butch, elle est lesbienne, elle le dit haut et fort, clairement misandre, et elle se promène très souvent avec des grands ciseaux autour du cou puisque elle le fait avec humour, mais elle dit que c'est comme ça qu'elle veut traiter le patriarcat. Et c'est intéressant parce que finalement, il y a beaucoup de choses dans cette expression radicale des luttes féministes. Il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là, qui est d'expliquer aux hommes qu'il va falloir qu'ils perdent leurs privilèges, qu'il va falloir qu'ils perdent leurs privilèges financiers, leurs privilèges politiques et leurs privilèges sexuels. Et c'est pour ça que à titre personnel, je n'utilise plus le mot privilège parce que quand tu utilises le mot privilège, juste derrière, on va pouvoir parler de la perte. Et c'est pas du tout comme ça que moi j'ai vécu cette transformation. Alors c'est intéressant d'aller chercher un peu où se construit cette masculinité et comment. Il y a une sociologue qui s'appelle Rewin Connell qui a déterminé des modèles de masculinité. Donc il y en a plusieurs. La masculinité hégémonique, qui est typiquement représentée par un Andrew Tate, même par voilà, un Andrew Tate, par exemple. La masculinité subordonnée, c'est plutôt, on va représenter la masculinité subordonnée comme des hommes qui sont plutôt dominés par le système. La masculinité complice. Alors moi, j'adore l'exemple de Mark Zuckerberg, par exemple, qui est certainement dans la cour d'école devait être du côté de la masculinité subordonnée. C'est-à-dire que certainement, il était de la caractéristique de ceux qui subissaient la violence et la brutalité de leurs petits camarades, mais qui aujourd'hui, comme il a gagné en pouvoir et en argent, il est devenu un homme complice. Ce qu'on appelle la masculinité marginalisée. Je l'ai juste mis là pour la liste, mais on ne va pas en parler tout de suite. Tous les hommes se positionnent naturellement sur cette échelle de masculinité. Et je suis sûr que ceux qui sont autour de la table se posent la question de où est-ce qu'ils sont sur l'échelle de masculinité. Il y a des éléments qui nous font monter sur cette échelle-là. Donc on sait se positionner, tous à peu près. Le fait d'être en couple hétéro, ça nous fait gagner des points. Le fait de gagner de l'argent, ça nous fait gagner des points. Le fait d'avoir du pouvoir, ça nous fait gagner des points. Le fait d'avoir des relations sexuelles enviables, ça nous fait gagner des points. Et le fait d'avoir de la force physique, ça nous fait gagner des points. Rien de tout ceci est complet. Enfin, ça peut être exclusif ou l'un. Mais tous ces éléments-là nous permettent d'augmenter, de monter dans l'échelle de masculinité. Et dans cette logique-là, s'allier à la cause féministe, c'est-à-dire s'allier à quelque chose qui ressemble à quelque chose de castrateur, ça nous fait retomber, on a la peur que ça nous fasse retomber tout en bas de cette échelle-là. Et alors ça, c'est intéressant parce que c'est une vraie crainte hein, de certains, ça dépend de la façon dont on a été construit. Et honnêtement, ni je la critique, ni je la moque. Tout ce que je viens de dire là sont des choses qui sont construites.
par notre éducation, par notre environnement culturel, notre environnement social. Quelque part, c'est quelque chose qu'on subit. D'ailleurs, on le sait qu'on le subit parce que ça contribue à fabriquer des hommes très malheureux, hein. Donc le sujet n'est pas là. Mais c'est important de l'analyser, de le comprendre et de l'analyser et d'utiliser les analyses qui ont été faites avant par des gens qui sont très calés et de se poser la question de ce que je vais perdre. Bah, en fait, c'est la mauvaise question. Je préfère la question de ce que je vais gagner. Et là, j'ai pas tellement de démonstrations à faire, à part me faire le porte-parole de nombreux hommes autour de moi que j'ai rencontrés depuis que je me suis engagé dans ce combat. Et là, j'ai mis la photo d'une certaine quantité d'entre eux. William, peut-être que tu en as déjà croisé un ou deux, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Qui sont des hommes qui se sont engagés en tant qu'alliés. Et quand on leur demande s'ils ont perdu quelque chose, bah, en fait, ils vont vous rire au nez parce que 100% de ces hommes-là disent qu'ils ont gagné. Aucun de ces hommes n'a perdu ses privilèges masculins. Aucun de ces hommes n'a perdu de son pouvoir. Aucun de ces hommes n'a perdu de sa virilité. Ils ont tous gagné. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné premièrement en termes de santé mentale et physique. C'est pas pour rien que 75% des suicidés sont des hommes. Parce que ce modèle, ce mammouth que je vous ai présenté, il nous rend globalement très malheureux et ne nous aide pas à avoir un équilibre de vie facilement. Et nombreux sont les hommes qui choisissent plutôt de sauter la vie plutôt que de remettre en question ce modèle-là. Donc le fait de se débarrasser de ce mammouth, on va gagner en santé mentale et on va également gagner en santé physique parce qu'on apprend aussi, c'est un parcours dans lequel on apprend le soin pour les autres, mais aussi le soin pour soi. Pour ceux qui vivent en couple hétéro, tous vont dire qu'ils ont amélioré la santé de leur couple hétéro, la capacité à communiquer à l'intérieur du couple, ça c'est souvent très net. Troisièmement, ils ont gagné en conscience d'eux-mêmes. Donc la compréhension des modèles auxquels ils ont adhéré et finalement le fait de faire le ménage entre ce qui est ma vraie personnalité et ce qu'on m'a fait croire qu'elle était. Donc le fait de faire le ménage entre ces deux choses-là, ben, on améliore la conscience de soi et on améliore aussi la fierté parce que c'est une certaine fierté que de s'engager dans ce combat-là. Et quatrièmement, tous nous ont dit qu'ils améliorent leurs relations, enfin qui sont aujourd'hui en capacité de créer des relations plus saines avec les femmes et en particulier de développer des relations amicales avec les femmes, indépendamment de l'attraction sexuelle ou physique qu'ils peuvent avoir pour les femmes qui rencontrent. Et c'est quand même cool, du coup, d'avoir une, une moitié d'humanité supplémentaire dans laquelle choisir ses amis. Alors, par rapport à... et dernière question, excusez-moi, qu'on peut inviter à remettre en cause, c'est est-ce que j'ai mal agi dans le passé? Ça, c'est important parce que on parle à des hommes de 40, 50, 60 ans. Quand on sait la proportion de femmes qui ont été agressées sexuellement ou pire, on sait que la proportion d'hommes qui ont été auteurs d'agressions, elle est très élevée. Ça veut dire qu'ils sont autour de nous, que ce sont nos amis, nos frères, nos pères, nos cousins, nos collègues, nos associés, etc. Et ça, c'est extrêmement important de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous ou nos amis ont commis dans le passé. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'à partir du moment où une histoire de ce genre ressort, on passe au bûcher ou à la guillotine. C'est un sentiment parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la société est extrêmement indulgente avec les hommes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode de Nicolas Bedos, elle est encore plus indulgente avec les hommes qui admettent qu'ils ont merdé. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, je dirais, et là, c'est une question qui intéresse de près les chefs d'entreprise et les dirigeants, c'est la culpabilité, c'est une chose. Vous avez peut-être vous-même, à titre personnel, été auteur de violences, quel que soit leur niveau de gravité. C'est possible. C'est pas le sujet. Ce que vous avez fait, à vous de le traiter avec vous-même, avec votre culpabilité, éventuellement avec la victime, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de vous poser la question de
la responsabilité. En tant que cadre, en tant que chef d'entreprise, vous créez un collectif d'individus, une entreprise, dans lequel les gens vont passer beaucoup de temps, dans lequel les gens vont nouer des relations sociales ou autres, dans lequel les gens gagnent de l'argent, dans lequel les gens vont se développer, etc. Et vous avez la main sur cet espace-là, en tant que chef d'entreprise ou en tant que chef d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a la loi, mais vous avez la main. Vous avez la responsabilité, finalement, de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans ce collectif se sentent en sécurité, puissent s'épanouir professionnellement et personnellement. Donc, c'est cette responsabilité que j'interroge sur ce sujet. Et quand on regarde, et comment on peut l'exprimer? Quand on regarde l'ensemble des faits sexistes, il y a des trucs qui sont interdits, l'agression, le harcèlement, le viol, et des choses qui sont tolérées. La petite blague, le commentaire sur la tenue, le fait de se moquer d'une collègue parce qu'elle a des poils aux jambes, le fait de ne pas la choisir dans une promotion, etc. Ça reste des agissements tolérés. Et la responsabilité d'un chef d'entreprise, c'est sur ce qui est toléré. Qu'est-ce qui est toléré? Et vous avez, vous, la liberté d'agir sur ce qui est toléré. Alors, ce qui est toléré, c'est quoi? L'ignorance du problème. Tout le monde tolère que les hommes ne connaissent rien au problème. Tout le monde tolère le sexisme bienveillant. Elle te va très bien, ta petite robe aujourd'hui, Stéphanie. Pourquoi c'est un problème? Parce que finalement, on est dans le cadre du travail et en quoi le vêtement est un sujet et en quoi finalement le regard, votre regard sur le corps de la personne à qui vous adressez est pertinent dans le cadre du travail. Ce qui est toléré, c'est la ségrégation professionnelle. Le fait qu'on va laisser certains boulots aux femmes et certains boulots aux hommes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des infirmières, par exemple? Il n'y a que des infirmières, ça, c'est la ségrégation professionnelle. Ce qui est toléré, c'est l'entre-soi masculin. Il y a beaucoup d'événements dans les entreprises, par exemple, dans lesquels on se rend compte qu'il y a très, très majoritairement des hommes, même dans des boîtes à parité. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dérouler le soir, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont occupées par leur famille, même si c'est inégal, c'est comme ça. Ou alors, ça va être des événements autour du foot, autour du sport, ça va être des trucs à la piscine, etc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entre-soi masculins qui, par par automatisme, discriminent les femmes. Mais ça reste toléré. Donc, moi, et c'est là je parle de moi, quand j'ai créé mon entreprise, ça a été ma responsabilité et mon choix de décider que ce qui est toléré dans la vie ne le serait pas dans ma boîte. Et ça, c'est votre liberté et votre responsabilité d'entrepreneur de décider ce qui est toléré dans votre entreprise, ce qui est toléré dans vos propres comportements et dans le comportement de vos collègues masculins. Et donc, voilà les trois questions que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce que je dois remettre en question? Qu'est-ce que je vais perdre? Est-ce que j'ai mal agi dans le passé? Et comment est-ce que je mets en œuvre ma responsabilité? Alors, la question, c'est comment mobiliser les hommes sur ce sujet? Parce que là, je me suis adressé à vous en tant qu'individu, mais comment ça se passe collectivement? Alors là, personnellement, je crois au ruissellement. C'est pas vrai économiquement, c'est pas vrai, mais pour le coup, et c'est là que la responsabilité du dirigeant, elle est engagée dans un collectif. Quand le dirigeant qui a le pouvoir commence à prendre conscience de ses propres comportements, fait en sorte que ces comportements deviennent exemplaires et qu'il cesse de tolérer ce qu'il a décidé qui serait intolérable, là, on commence vraiment à démarrer une transformation. Ça se passe toujours généralement par la tête. Les hommes, la façon dont nous, on a été socialisés de façon à calquer nos comportements sur celui qu'on estime être le mal dominant dans la meute. Et il se trouve que dans une entreprise, c'est très souvent le patron. Donc les étapes, d'où je pars, à titre personnel et dans mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Il y a certainement besoin de savoir et on pourra partager des bibliographies. Et responsabiliser, est-ce que j'ai un rôle à jouer?
Et ensuite, mise en action, j'ai des choses que je peux faire dans mon entreprise. Qu'est-ce que j'y gagne? On va le rappeler, une meilleure connaissance de moi, la découverte d'un nouveau savoir, la valorisation du leadership et la satisfaction dans l'action. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre des choses et vous allez être satisfait de voir que ça pose, que ça donne des résultats. Alors dans l'entreprise, là je vais passer vite parce que c'est pas l'objet. Alors, qu'est-ce qui se passe au final? Et je vais terminer là-dessus. Et ça, c'est ce que j'ai constaté, pour le coup, c'est c'est le fruit de l'expérimentation. C'est que à chaque fois que j'ai pu atteindre, enfin, travailler pour améliorer la qualité de vie au travail des femmes dans mon entreprise ou dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours atteint des résultats qui allaient bien au-delà de la qualité de vie au travail des femmes. Excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple. L'un des éléments sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le respect de la parole. Nous, les hommes, on coupe la parole des femmes. Ou alors, quand elles parlent, on les écoute pas. Ou alors, on fait semblant de ne pas les écouter, mais on leur pique leurs idées. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a des travaux très, très scientifiques là-dessus. Et moi, j'ai mis en place dans mon entreprise un programme vraiment particulier là-dessus, où j'ai mis en place un outil qui mesurait le temps de parole par genre, quelque chose de très efficace. Et ensuite, on a travaillé sur des nouveaux rituels de réunion. On s'est rendu compte que les personnes qui prenaient des notes en réunion, c'est systématiquement des femmes, par exemple. Or, quand on prend des notes, ben, on a l'esprit moins disponible pour la réunion. Enfin, on a travaillé sur tous ces éléments-là. Et grâce à cet outil que j'avais mis en place, parce qu'on était pendant le confinement et donc c'était tout en visio, j'ai pu me rendre compte que j'améliorais le temps de parole des femmes, mais j'améliorais le temps de parole des personnes dont la langue maternelle n'était pas le français. Il se trouve que c'était à peu près la moitié de mon effectif à l'époque. Et j'améliorais le temps de parole des personnes les plus juniors de l'entreprise. Et donc j'ai pu vraiment, et ça c'est un des exemples, mais j'en ai plein, démontrer qu'en m'attaquant au sujet du respect de la parole des femmes, j'améliorais de façon générale le respect de la parole d'autrui. Et que ça servait, oui, ça servait les femmes, mais ça servait aussi les personnes introverties, servait les personnes qui maîtrisaient mal la langue française, etc. Et au final, avec des réunions plus productives où les idées de tout le monde étaient entendues et où tout le monde se sentait écouté et respecté. Donc ça, c'est un des exemples, mais j'en ai pas mal d'autres. Et tout ça pour conclure, pour vous dire que, euh, pour vous rappeler que en tant qu'homme, oui, on peut être taxé d'être auteur des violences, d'y participer, soit activement, soit passivement. C'est une réalité. Et puis les chiffres le prouvent. Mais c'est le choix de chacun de trouver une nouvelle posture, ce qu'on appelle la posture d'allié. Cette posture, ce choix de posture, il est d'autant plus important quand, en tant qu'homme, vous avez du pouvoir dans votre organisation, si vous êtes chef d'entreprise ou dirigeant. Et pourquoi c'est d'autant plus important? Un, parce que les autres hommes vont se comporter par rapport à vous, en calquant leur comportement par rapport à vous, premièrement. Et deuxièmement, parce que vous êtes un dirigeant, parce que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez la capacité à modifier ce petit monde qu'est l'entreprise et à faire en sorte que ce qui est toléré à l'extérieur ne le soit plus chez vous. Et c'est une bonne façon de participer très activement à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci Sébastien. Je vais donc couper l'enregistrement.